Situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Des équipes sont à pied d'œuvre pour l'application des décisions prises à Nairobi. Le facilitateur désigné par la communauté des États de l'Afrique de l'Est séjourne depuis hier à Goma. Mobilisation de ressources pour une aide humanitaire efficace en faveur des déplacés de guerre au Nord Kivu. Un cadre de concertation s'est tenu hier entre le gouvernement congolais et différents partenaires. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre cette édition de 7 heures sur la RTNC. Tout d'abord, le renforcement de la relation bilatérale dans le cadre de la coopération sud-sud entre la RDC et l'Indonésie. Ce sujet a fait l'objet des échanges entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et une délégation indonésienne. La rencontre a eu lieu hier à Mangalima. Reportage Pierre Kibambeso Moïse. La République démocratique du Congo et l'Indonésie veulent redynamiser leur coopération économique dans les secteurs des minerais stratégiques. C'est dans cette optique que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des entretiens ce mercredi dans son cabinet de travail du palais présidentiel du Mont-Galema avec une délégation ministérielle indonésienne conduite par le ministre en charge des Affaires maritimes et des investissements, Luhut Binsar Panjaitan. Nous avons parlé de la coopération économique entre l'Indonésie et la République démocratique du Congo, essentiellement dans les minéraux critiques, les minéraux stratégiques, notamment le cobalt, le lithium qui soutiennent la transition énergétique dans le cadre de développement de la coopération sud-sud entre nos deux pays. La rencontre que nous avions eue avec le président de la République, Félix, a été une très bonne rencontre avec son équipe et nous pensons que si nous poursuivons cet élan de coopération, le Congo va aller de l'avant. Je voudrais plus souligner sur la coopération sud-sud entre le Congo et l'Indonésie, évidemment, avec les autres pays qui peuvent se joindre à nous. Le ministre indonésien s'est prononcé en faveur du renforcement de relations bilatérales entre la RDC et son pays dans le cadre de la coopération sud-sud. Madame le ministre d'État chargé de l'environnement et du développement durable, F. Bazaïba, et le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, ont pris part à cette entrevue. Arrivé hier mercredi à Goma du facilitateur désigné par la communauté des États de l'Afrique de l'Est dans la résolution de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Sur place, Uhuru Kenyatta a eu des échanges avec différents acteurs impliqués dans la décision prise à Nairobi le 30 juin dernier. Dans cette résolution, il y a notamment le pré-cantonnement, le cantonnement et le désarmement des troupes du M23. Giscard Koussema. Facilitateur désigné par la communauté de l'Afrique de l'Est pour piloter les processus de Nairobi, l'ancien président de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta, est arrivé ce mercredi en fin de matinée à Goma. Uhuru Kenyatta est venu échanger avec les acteurs étatiques et non étatiques impliqués dans la mise en œuvre de décisions prises à Nairobi le 30 juin dernier. Cette réunion avait statué sur les débuts effectifs des opérations de pré-cantonnement, cantonnement et désarmement des troupes du M23. Il s'est donc agi d'évaluer ces jours sur place à Goma les niveaux d'engagement des uns et des autres dans ces processus devenus irréversibles. À Goma, les facilitateurs Uhuru Kenyatta a retrouvé les mêmes acteurs qu'il avait réunis il y a 10 jours à Nairobi. Les vice-premiers ministres à la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, intervenant par visioconférence, les ministres d'État à l'intégration régionale, Antipas Mboussa Nyamwisi, les gouverneurs militaires du Nord Kivu, Constant Ndima, les hauts représentants du chef de l'État, Serge Tshibangou, les conseillers militaires du chef de l'État, accompagnés d'autres experts, étaient là pour les comptes du gouvernement congolais. Les partenaires non étatiques ont également répondu présents avec en tête la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, les représentants des États-Unis d'Amérique, de la France, de la Belgique et des Suisses venus en qualité d'observateurs.
Les commandements militaires de la force régionale de l'EAC et le représentant de l'Angola ont également participé à cette deuxième réunion technique. Après échange, les parties prenantes ont noté avec satisfaction les actions menées par le gouvernement de la République pour faire aboutir les processus, même s'il reste encore beaucoup à faire. Le processus est irréversible. Il va être question, dès demain matin d'ailleurs, que les équipes techniques se réunissent autour du gouverneur militaire pour voir comment on peut déployer les effets nécessaires à Rumangabo afin de le rendre capable de recevoir pour les précantonnements les éléments prévus à cet effet. Vous savez que tout ce processus-là est assez laborieux, il faut des consultations permanentes. Ce que je peux dire, c'est que tout va bien. Le gouvernement a fait ce qu'il devait faire, il a amené tout le matériel nécessaire sur place au lieu de laisser toute la charge aux Nations Unies, à la MONUSCO, ce qui permet d'aller un peu plus vite dans la mise en œuvre de la possibilité de rendre Rumangabo capable de recevoir des éléments nécessaires pour cela. Tout en rappelant les caractères obligatoires du respect de la feuille de route de Luanda, Rumangabo et Kindu attendent de recevoir le premier corps habillé qui ont choisi la voie de la résolution pacifique. Toutefois, les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo se tiennent prêtes à défendre l'intégrité du territoire national. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, sachez que plus de 25 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire, ce qui nécessite une mobilisation de ressources. Un cadre de conservation humanitaire s'est tenu hier mercredi avec la participation du Premier ministre. D'autres détails avec Pati Tondoro. La guerre imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda est à la base de la crise humanitaire dans l'est du pays. Selon le ministre des Affaires humanitaires, environ 26 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. Pour y faire face, la RDC a besoin d'une mobilisation accrue des ressources. Votre présence en fait lieu témoigne de l'intérêt que vous portez à la crise humanitaire qui sévit dans notre pays. Aujourd'hui confronté à des conflits armés et autres catastrophes naturelles aux conséquences multiples. On a besoin de rappeler le rôle joué par nos organisations respectives pour atténuer le choc et apporter une assistance appréciable aux sinistrés. Cette mise en œuvre de la réponse humanitaire 2022-2023 n'a pas laissé indifférent le gouvernement de la République qui entend jouer son rôle dans ce secteur qui a besoin de votre accompagnement. Lors de ce cadre national de concertation humanitaire en présence des partenaires extérieurs, le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge a plaidé pour cette mobilisation des financements en faveur des victimes. Je voudrais aussi mentionner que cette question humanitaire est très chère à son Excellence, M. le Président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, qui, justement, au quotidien, demande à ce que nous puissions suivre ces questions. Et surtout, apporter des réponses. Parce que la véritable réponse, on l'a donnée ici, c'est plus de sécurité, plus de paix, pour finalement avoir moins de demandes, telles que nous l'avons aujourd'hui. Ensuite, l'occasion d'abord de rappeler toute l'implication du ministère des Affaires sociales et humanitaires. Cette rencontre avec différents acteurs humanitaires était également une occasion de passer en revue l'évolution des crises humanitaires en RDC, le financement du plan de réponse humanitaire 2022-2023, la mobilisation des ressources auprès des bailleurs, les perspectives 2024, mais également les défis et contraintes auxquels font face les populations et les acteurs humanitaires. Et pendant ce temps, la France lance un appel à la mise en œuvre des prescrits de Luanda et Nairobi sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Son ambassadeur l'a dit au vice-premier ministre, ministre de la Défense, à l'issue d'une rencontre. Nicole Sessep.
Forte mobilisation diplomatique au niveau régional au cours des dernières semaines pour le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et la feuille de route de Luanda constitue le fil directeur de toute action susceptible au rétablissement d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo, victime d'agressions à répétition. C'est la réaction de l'ambassadeur de France, Bruno Aubert, au sortir de son entretien avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo. Nous avons parlé de nos coopérations militaires et de défense puisque la France est aux côtés de la RDC pour tout ce qui concerne l'exercice de sa souveraineté et lui donner toujours plus les capacités d'exercer sa souveraineté. Donc nous avons évoqué ces sujets. Nous avons une coopération militaire et de défense qui est importante et qui va certainement se développer dans de nouveaux domaines. Et puis également nous avons évoqué l'ensemble de la situation, notamment à l'Est bien évidemment. Et donc nous avons procédé à des échanges de vues qui sont toujours tout à fait utiles et constructif. Notre lecture est qu'il y a une priorité absolue à la mise en œuvre de ce qui a été décidé à Luanda et à Nairobi. Les deux personnalités ont également abordé les nouveaux domaines de coopération entre la République démocratique du Congo et la France. Le processus électoral est en marche. Les préposés au repérage des bureaux de vote sont en formation. L'objectif est de doter la Commission électorale nationale indépendante de la cartographie des bureaux de vote et des dépouillements. Les travaux ont été lancés le mardi dernier par le rapporteur adjoint de la CENI, Tétis Samba. C'est un total de 2500 préposés qui seront formés pour le repérage des bureaux de vote et à l'identification des membres des bureaux de vote et le dépouillement. Les facilitateurs de cette formation sont des missionnaires de Kinshasa, des chefs d'antenne et les informaticiens. Ces travaux ont été lancés ce mardi 11 juillet 2023 par le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Moïndo Moulemberi. L'objectif général de cette opération est de doter la CENI d'une cartographie des bureaux de vote et de dépouillement. Voilà pourquoi la CENI, qui travaille dans le cadre de la planification anticipative, a tenu à ce que cette opération puisse se dérouler d'abord à temps. Le vote va avoir lieu le 20 décembre de cette année, mais aujourd'hui nous sommes au mois de juillet, nous lançons déjà à l'opération d'identification des bureaux de vote, ce que nous appelons les repérages. Auparavant, le secrétaire exécutif national, Toto Mabikou Totokani, est revenu sur les objectifs de cette formation, car de ce travail dépendra la fiabilité des lieux qui seront retenus. Vous avez été retenus parce que nous espérons que vous avez eu l'expérience du terrain. Nous comptons beaucoup sur vous parce que nous voulons que vous puissiez nous produire un travail de qualité. Donc vous avez obligation des résultats parce que le délai de votre travail sera très court. Ces assises vont se dérouler pendant 2 jours, soit du 12 au 13 juillet 2023, au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Des avocats sensibilisés à participer dans la lutte contre le blanchiment des capitaux, le secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier, Adler Kissoula, en a parlé longuement lors de la célébration du 55e anniversaire du barreau. Reportage Guy Matundu. 55 ans d'existence. À la faveur de cette commémoration, il a convié le secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier, CENAREF, pour vulgariser la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Adler Kissoula a éclairé la lanterne des avocats sur ces fléaux, reconnaît le bâtonnier national. Nous avons une loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme. Et l'avocat, c'était un assujetti. La présence du secrétaire exécutif de la... Exactement, il était là pour nous expliquer, nous donner les points saillants, les grandes lignes, les innovations, parce que l'avocat est tenu à faire des déclarations de soupçons et que donc c'est important pour nous d'être formé, parce qu'en ce moment-là, l'avocat sait à quoi il doit s'en tenir. Adler Kissoula en appelle à la collaboration de l'Ordre national des avocats dans cette croisade contre le blanchiment de capitaux. Pour quitter cette liste, c'est une affaire de tous.
nous avons l'obligation de communiquer. C'est pourquoi j'ai apprécié l'invitation de la nationale. Parce que quand on parle à un avocat, on parle à 50 personnes. Alors, quand je vois les noms ici, multipliés par vos différentes opinions et membres de famille, je pense que vous devez bien expliquer la situation que le pays est en marche. C'est pourquoi nous devons mettre les obligations de vigilance en marche. Cette commémoration des 55 ans d'existence du barreau congolais s'est déroulée dans 25 des 26 provinces du pays. La nouvelle délégation syndicale de la radio-télévision nationale congolaise a été reçue hier par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, des échanges qui ont tourné sur l'amélioration des conditions de travail. Gaëtan Magalano. Autour de problèmes qui dérangent ces médias publics depuis plusieurs années, entre le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, et la nouvelle délégation syndicale de la RTNC. Le réajustement du barème de cadres et agents, les arriérés liés au paiement de la prime de motivation des agents et la perception de dépenses pour la télévision nationale constituent le dossier que les syndicalistes ont exposé au ministre Patrick Mouyaya. Nous avons trouvé le ministre très réceptif. Le ministre a convoqué une réunion la semaine prochaine à CCG. Bref, tout ce que nous avons présenté comme desiderata, je demanderai aux agents d'être très calmes, parce que nous sommes dans un processus de communication, de négociation avec l'employeur, donc la direction générale et notre ministre de tutelle qui représente le gouvernement. Une fois que cette série de négociations va prendre fin, nous allons revenir chez eux pour faire le compte rendu. Par rapport à l'acquisition de matériel de la RTNC coïncidant avec la 9e édition du Jeu de la francophonie, René Kalonda, représentant le syndicaliste, s'est réjoui et félicite Patrick Mouyaya pour cette acquisition de deux équipements modernes. Nous disons merci au Premier ministre, au gouvernement, au ministre de la Communication, à la direction générale pour cette acquisition. René Kalonda a profité de cette occasion pour dire à tout le cadre et agents dissimulés à travers le 26 provinces que compte la RDC qu'il est en communion avec eux. Il existe depuis 50 ans déjà, l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication célèbre son jubilé d'or. Plusieurs activités sont prévues. Le président de l'amicale des anciens, Isti Ifasik, a rencontré hier Madame le directeur général de la RTNC pour un accompagnement de la chaîne nationale qui d'ailleurs a une histoire commune avec la première école du journalisme en RDC, Siande Maka. Il y a ceux qui l'ont fréquenté à l'époque de l'ISTI, Institut des sciences et techniques de l'information, et d'autres lorsque l'ISTI est devenu IFASIC, Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication. Mais dans tous les cas, cette grande et première école du journalisme en RDC a totalisé 50 ans depuis qu'elle a été créée le 28 mai 1973. Dans son parcours, Isti Ifasik a également une histoire avec la radio-télévision nationale congolaise. La majorité de ces journalistes sont des produits de cette institution universitaire. Et c'est dans ce cadre que Madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Elenge Niembo, accompagnée du directeur général adjoint José Adolphe Voto, a reçu le président de l'amicale des anciens de l'ISTI Ifasik, Jean-Jean Samba, qui est venu solliciter l'accompagnement de la chaîne nationale pour la célébration du cinquantenaire. Un jubilé d'or qui sera marqué par plusieurs activités, notamment un colloque scientifique, un bal dansant et des moments de réflexion pour un autre IFASIC 50 ans après. Nous disons que l'IFASIC, plus que jamais, ne sera jamais une grande école, une école d'excellence de formation dans le métier de l'information et de la communication. Sinon, si l'IFASIC n'a pas une infrastructure conséquente, il faut qu'au minimum l'IFASIC ait un campus, c'est-à-dire avec des infrastructures, des studios, des amphithéâtres. Il faut que l'État congolais voit dans quelle mesure il peut faire venir des partenaires techniques et privés afin que l'IFASIC dispose dans les 50 ans à venir d'une infrastructure conséquente. Sylvie Elenge Niembo, également produit de l'ISTI IFASIC, se dit honoré par la démarche des anciens de l'IFASIC. Par ces échanges, tout laisse à croire que les activités du cinquantenaire seront des moments riches en souvenirs, en émotions et en projets.
Les services et départements travaillant sous la direction du cabinet du chef de l'État sont en atelier. Pendant 4 jours, ils vont discuter sur les prévisions budgétaires. Les travaux ont été lancés par le directeur de cabinet adjoint André Wamesso. Blandine Zovo. Il s'agit d'un acte de prévision qui permet à chaque service dépendant directement de l'institution présidence de la République de présenter et de défendre ses prévisions budgétaires pour l'année prochaine. Le 5e et dernier exercice de la première mandature du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au sommet de la RDC. La démarche s'inscrit en conformité avec l'article 12 de la loi relative aux finances publiques et à la circulaire contenant les instructions relatives à l'élaboration de la loi des finances, exercice 2024. D'une manière générale, nous allons rappeler que nous, à la présidence de la République, comme administration, nous accompagnons l'institution président de la République qui est la toute première de notre pays. L'objectif aujourd'hui, c'est de réunir tous les services de la présidence de la République, de collecter les éléments nécessaires pour l'élaboration du budget de la présidence de la République 2024. Dans son mot d'ouverture, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques et financières, André Wamesso, a relevé 2 points majeurs ayant significativement marqué et même déréglé l'exécution de certains objectifs au niveau des différents services. Il s'agit notamment, sur le plan politique et sécuritaire, de l'agression dont fait face la RDC face à son voisin, le Rwanda, et sur le plan économique, le niveau élevé de l'inflation mondiale, illustré par les effets de la guerre russo-ukrainienne, sans oublier l'héritage des 3 années de la pandémie de Covid. Man David Kiala, conseiller au collège ECOFIN, nous en dit plus. Il faut rappeler que ce budget est marqué par un contexte de ralentissement de la croissance économique, mais aussi par la baisse des cours de matières premières. Mais aussi, il faut retenir une chose, que nous sommes en plein programme économique du gouvernement avec le Fonds monétaire international. Et c'est dans ce contexte-là que nous sommes en train d'élaborer cette loi. Au cours des 4 jours consécutifs des travaux, soit du 12 au 15 juillet 2023, la haute hiérarchie du cabinet présidentiel exhorte les responsables de chaque service au réalisme dans la présentation des prévisions budgétaires. Des prévisions qui devront refléter les ambitions de soutenir les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En mission d'évaluation du niveau d'exécution du programme de développement local des 145 territoires dans le Congo central, la ministre d'État, ministre du Plan, a inspecté quelques chantiers dans le territoire de Mwanda. Au total, 18 infrastructures sont en pleine construction, dont 10 centres de santé et 7 écoles primaires. Reportage Françoise Zobouela-Boaki, Pompoumba. Lundi 10 juillet 2023, la cité côtière de Mwanda rend les honneurs devant les bureaux de l'administrateur du territoire. C'est ici, au chantier du nouveau bâtiment administratif, que la ministre d'État, ministre du Plan, choisit pour amorcer l'évaluation du PEDEL 145 territoires dans ce coin du Congo central. La charpente est mise en place. Les explications sur l'évolution des travaux sont fournies durant la visite du membre du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé, accompagné de Alain Lungungu, coordonnateur de la CFF, agence d'exécution. Au centre de santé de référence Makele Kessé, la patronne du plan est accueillie par un personnel enthousiaste. Nous sommes dans une joie énorme. C'est ainsi que nous implorons l'Éternel Tout-Puissant de bénir le chef de l'État pour ses efforts vers le salut social de la population. Les travaux de construction de ce centre ont pris du retard. Judith Soumi-Noatuluka rappelle le respect du contrat. Je constate que les travaux avancent, même si ici à Mwanda on a constaté quand même un petit retard par rapport au chronogramme qui a été établi. On a discuté aussi avec l'entreprise Cartouche pour assurer en fait qu'ils respectent les délais et qu'on puisse avoir pour le 31 juillet tous les chantiers rendus. Sinon c'est eux qui vont avoir les pénalités parce qu'il y a un contrat qui doit être respecté. À l'école
Epe Nsumbu Makumbu, la population admire l'évolution des travaux. Des parents impatients de voir leurs enfants accéder dans des classes plus modernes grâce au programme de développement local des 145 territoires voulu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, qui a des effets d'entraînement sur l'économie locale. Fin de ce journal réalisé par Discover Pongo, Mamita Bangoulou, Gédéon Kola, Émile Zola, Joël Piangou, Ruben Kumbu était à la technique. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30. Très bonne suite de programme sur la RTNC.